Bonjour à tous, je suis Hugo Dasso, Channel Manager chez Coco Labs et je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va traiter du sujet de l'engagement client et la fidélisation dans les plateformes de prestation de services. Et bonjour, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Je suis Elisa Niederkorn, Customer Success Manager chez MongoPay. Je vais laisser la parole à Hugues pour la première partie. Ah, parfait. Donc, avant de commencer, on a un agenda un peu chargé aujourd'hui. Juste une petit point technique. Vous avez dans l'onglet à droite la possibilité de nous poser des questions et de voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. On gardera 5-10 minutes à la fin pour justement répondre à ces interrogations. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas non plus à voter pour les questions des autres, de manière à ce qu'on puisse répondre à celles qui sont les plus intéressantes pour tout le monde. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler de 4 choses plus spécifiquement. Déjà, définir qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de prestation de service, les différents types, et surtout comment est-ce qu'on engage le client et comment est-ce qu'on en fait un facteur de succès, et notamment via le paiement et la place du PSP pour éviter la désintermédiation. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de prestations de services et de plateformes de services? Tout d'abord parce que chez nous, chez Coco Labs, on est des experts et c'est vraiment notre créneau et notre champ d'action sur le fait de créer et lancer des plateformes de services. Donc, on crée des plateformes sur mesure avec des MVP en moins de 3 mois, avec la capacité d'avoir lancé déjà plus de 200 marketplaces depuis notre création il y a 5 ans, aussi bien pour des startups que pour des grands groupes. Donc voilà, c'est pour une présentation un peu synthétique et c'est vraiment, nous, notre credo, c'est l'expertise sur comment est-ce qu'on peut digitaliser la vente de services en ligne. Si on regarde finalement ce que c'est qu'une plateforme de vente de services et surtout de prestation de mise en relation, quelque part, son rôle, c'est être capable de connecter différentes personnes, donc des personnes physiques ou morales, autour d'un sujet ou d'une activité précise pour être capable finalement justement de mettre en relation des demandeurs et des offreurs avec une tierce personne, souvent un opérateur qui s'occupe de gérer cette plateforme-là. Du coup, on a un champ d'action qui est extrêmement large, extrêmement varié, aussi bien dans différents domaines, du C2C, du B2C et voire même du B2B. Donc sur le C2C, des annonces, des services entre particuliers. Sur du B2C, donc des services à la maison, à la personne ou même des activités. Et aussi dans le B2B avec des plateformes de freelancing, des plateformes de prestations intellectuelles. Et on a un scope qui finalement est très très large et très très grand. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le secteur d'activité, on a un scope fonctionnel qui va être proche dans tous les cas et surtout une même question. Donc, sur le scope fonctionnel, c'est être capable finalement de dire comment est-ce que je vends ces services et comment est-ce que je suis capable de monétiser ces prestations, comment est-ce que je gère la disponibilité avec notamment la localisation, la prise de rendez-vous, la zone d'intervention et l'espace géographique et temporel et surtout comment est-ce que je permets un espace de discussion et d'échange entre les utilisateurs pour permettre cette contractualisation et pour permettre de faire cet échange. Par contre, on a tout le temps une question qui se pose, c'est finalement comment est-ce qu'on s'assure que la plateforme va rester au centre de cette discussion, de cette mise en relation, et qu'elle ne va pas se faire des intermédiaires. C'est-à-dire que les personnes finalement ne prennent pas le contact de l'un à l'autre pour passer en dehors de la plateforme pour contractualiser. Et c'est un élément qui est très important. Alors, Elisa le détaillera un peu plus tard sur les parties business model, mais pour 2 raisons. Parce que quelque part, la plateforme a tout intérêt à être au centre de cette relation-là, soit parce qu'elle a un modèle qui est basé sur la commission, donc quelque part, si la vente ne se fait pas sur la plateforme, elle n'est pas monétisée, donc elle ne gagne pas d'argent, ou parce que le modèle tournait plutôt autour de l'abonnement, et dans ce cas-là, elle a besoin d'assurer des retours fréquents de la part des utilisateurs, que ce soit l'offreur ou le demandeur. Donc, quelque part, cette question de comment est-ce que j'évite de me faire désintermédier et comment est-ce que je peux assurer de rester au centre est important, aussi bien pour de la fidélisation et pour de l'engagement client. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette problématique-là, nous, on a vu 4 solutions principales qui permettent à l'opérateur et à la plateforme, justement, de rester au centre et d'engager à la fois ses offreurs et ses demandeurs. Bien entendu, ces solutions-là qu'on va vous détailler, elles ne remplacent pas l'activité de base de la plateforme qui est d'assurer une offre et une demande suffisante, qui est d'assurer finalement son minimum et c'est des choses qui doivent venir en plus. Quelque part, si elle ne fait pas le minimum, si elle n'est pas capable justement d'assurer l'attractivité, les éléments qu'on va vous présenter, quelque part, ne vont pas aider. Par contre, c'est la manière d'assurer un supplément de valeur et d'assurer un supplément d'engagement au sein de cette plateforme-là. Donc, comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que les personnes continuent à venir sur la plateforme? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la contractualisation passe par elle? Déjà, la première chose, c'est de se dire
comment est-ce que j'arrive à avoir une stratégie de contenu et comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que les personnes viennent de manière récurrente sur ma plateforme et ils trouvent des éléments intéressants. C'est-à-dire que quand bien même ils ne contractualisent pas, quand bien même ils n'achètent pas un service via cette plateforme-là, on s'assure qu'ils trouvent des éléments intéressants et qu'ils se souviennent et que quelque part, la plateforme devient top of mind et devient le réflexe pour l'activité. Donc, c'est ce que peut faire, par exemple, Welcome to the Jungle, donc autour de tout ce qui va être service de recrutement, service justement de carrière professionnelle, qui a justement créé une offre payante avec un certain nombre d'articles, de contenus pour aider justement à booster sa carrière. Et quelque part, ces éléments-là, c'est une bonne illustration de comment est-ce qu'on arrive à agrémenter sa plateforme d'un contenu pour engager, générer de la récurrence. Donc, ça peut être des contenus d'articles, de blogs, des newsletters, des événements exclusifs, des guides, des formations, des annuaires, un certain nombre de choses. Donc, on a un champ qui est très, très large. Et l'idée, c'est que finalement, via cette partie justement éditoriale et tous ces éléments-là, on a la possibilité d'assurer de la récurrence et de donner envie aux gens de revenir sur la plateforme, ce qui est spécialement intéressant quand on est sur des plateformes et des modèles d'abonnement. On a besoin que les gens reviennent. Par contre, la contrepartie de ces éléments-là, c'est qu'il y a 2 facteurs clés de succès. C'est que ces contenus doivent être avec une bonne valeur ajoutée pour être capable de valoriser la plateforme. C'est-à-dire que ça doit être des contenus qui doivent justifier l'expertise et justifier parfois même le fait de payer pour accéder à ces contenus ou pour accéder à la plateforme. Donc, c'est vraiment cette expertise-là qui doit être mise en valeur, donc pas des contenus génériques qu'on pourrait trouver par ailleurs. Et surtout, ça doit faire l'objet d'un calendrier de publication régulier, piloté, de manière à faire en sorte qu'il y a de la récurrence et il y a vraiment de l'actualité. La deuxième chose, c'est finalement, on va tourner autour de l'offreur. C'est comment est-ce que je peux finalement mettre en valeur mes offreurs et assurer d'avoir une offre suffisante pour être capable finalement qui continue à utiliser la plateforme et qui continue à proposer les services. Un des facteurs clés de succès dans le modèle de marketplace, c'est d'être capable finalement d'avoir cette offre et cette demande suffisante pour créer le cercle vertueux. Donc, si on s'attaque notamment au côté de l'offre, dès lors qu'on est par exemple sur des professionnels ou sur des indépendants, c'est comment est-ce qu'on peut rajouter un certain nombre de services à valeur ajoutée pour justifier, notamment s'ils sont sur une partie payante, justifier l'utilisation et adhérer et finalement de se dire, voilà, quand bien même je n'utilise pas cette plateforme-là tous les jours, je trouve un certain nombre de choses qui vont m'aider dans mon activité, qui vont m'aider pour le piloter. Donc, c'est ce que peuvent faire notamment des plateformes de freelancing comme Freelance Informatique ou Fiverr, qui vont donner un certain nombre d'outils à leurs offreurs, aux indépendants, pour être capables finalement de faciliter et de piloter leur activité. Donc, de l'aide au marketing et à la visibilité en ligne, des dashboards de pilotage d'activité, des parties Customer Success avec finalement un point de contact dédié pour répondre à leurs questions, pour les aider et pour les valoriser, la possibilité de faciliter un certain nombre de choses, finalement des services autour de leur activité, des services légaux, des services marketing, même du coaching, des cours en ligne, des éléments comme ça qui peuvent aider. Et ça peut être aussi finalement un outil pour les demandeurs parce que quelque part, d'offrir des programmes certifiés pour certains partenaires offreurs pour être capable finalement de valoriser ces partenaires-là et finalement d'assurer une certaine, un certain trust, une certaine confiance de la part des demandeurs dans un certain nombre d'offreurs. La troisième chose et la troisième solution qu'on peut voir, c'est finalement le cœur d'activité de la plateforme, c'est sécuriser la transaction et la contractualisation. Et c'est là où on a le rôle de l'opérateur qui vient. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'avoir un rôle d'avoir finalement cette marketplace-là? C'est qu'il y a un tiers de confiance entre le demandeur et l'offreur. Et ce tiers de confiance, il vient sécuriser la transaction, il vient la faciliter, il vient en tant qu'arbitre. Et donc, finalement, c'est ce que doit proposer l'opérateur dans son rôle au moment de la contractualisation, être capable de faciliter ces éléments-là. Et c'est là que la partie est clé. Parce que quelque part, si il a une valeur ajoutée dans cette étape clé, les offreurs et demandeurs auront tout intérêt à passer par lui pour contractualiser, pour sécurité. Et donc, quelque part, c'est être capable de s'assurer que soit le demandeur, soit l'offreur tiennent absolument à passer par la plateforme de manière à sécuriser cette transaction-là. Et comment est-ce qu'on sécurise cette transaction? C'est finalement en ayant des outils qui permettent finalement de gérer la transaction, notamment dès lors qu'on est sur des services complexes avec des devis, des achats complexes. Les partenaires certifiés de nouveau avec tout ce qu'on va faire, acheteurs ou demandeurs certifiés de manière à assurer cette confiance, des services juridiques qui peuvent arriver, des contrats en ligne, des assurances qui peuvent venir en plus pour sécuriser la transaction et surtout
mettre en valeur le rôle de l'opérateur en tant qu'assistance, modération et arbitrage. Et donc, ce sont ces éléments clés qui doivent justement valoriser l'opérateur et valoriser la plateforme pour donner ce supplément de valeur et ce supplément-là. Alors, il y a une dernière chose qui va arriver. Et avant de laisser la main à Elisa sur comment est-ce qu'on sécurise la transaction du point de vue du paiement, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet dédié et de voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes. Donc, n'hésitez pas. Et maintenant, on va aller sur la 4e partie sur comment est-ce qu'on sécurise la transaction. Alors, merci beaucoup Hugues pour tous ces éléments. Dès à présent, on va faire un focus sur la partie paiement. Donc, je vais vous expliquer les clés de succès et comment engager ses utilisateurs finaux sur sa plateforme. Alors, déjà pour vous présenter MangoPay. MangoPay, on est expert et pionnier européen dans le domaine du paiement. Donc, depuis 8 ans maintenant, on propose une solution de paiement, donc une solution qui va être réglementaire et technique, spécialisée pour les marketplaces. On accompagne des clients tels que Vinted, Leboncoin, Carrefour. Et en fait, notre solution va être 100% en marque blanche. Donc, ça veut dire qu'elle ne va pas être visible par rapport à l'utilisateur final. Son intégration, elle est complètement personnalisée, donc en fonction de votre business model, de votre activité. Et elle est totalement sécurisée. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, chez MangoPay, on a identifié 5 facteurs clés de succès pour se démarquer parmi un marché qui est aujourd'hui ultra concurrentiel. On a identifié tout d'abord l'automatisation des processus monétiques. Ensuite, l'expérience utilisateur, la monétisation de la plateforme, sa mise en conformité et l'internationalisation. Donc, je vais aller dans le détail au fur et à mesure. Tout d'abord, l'automatisation. En fait, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que aujourd'hui, les processus qui vont être dits manuels sont vraiment un frein à l'efficacité et à la rentabilité de la plateforme, parce que c'est vraiment source d'erreur. Ça peut notamment dégrader l'expérience utilisateur. Du coup, nous, ce qu'on conseille chez MangoPay, ça va être d'automatiser un maximum l'ensemble des flux et les processus monétiques. Donc, ce qu'on souhaite en fait démontrer par rapport à ça, c'est qu'une plateforme doit vraiment donner de son temps et de son argent dans son cœur de métier, c'est-à-dire dépenser des revenus, par exemple, dans tout ce qui va être marketing, communication, acquisition de nouveaux clients. Et aujourd'hui, un partenaire comme MangoPay va vous permettre d'avoir des outils pour automatiser ces processus et vous permettre de ne pas y penser. Par exemple, vous allez pouvoir automatiser les paiements entrants. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'enregistrement de la carte. Au premier paiement d'un utilisateur sur votre plateforme, vous enregistrez sa carte, comme ça, dès sa deuxième venue, il n'aura pas à remettre ses coordonnées bancaires. Notamment, on peut imaginer aussi des paiements récurrents qui peuvent être initiés par carte bleue ou par prélèvement bancaire, par exemple. Notamment, on permet d'automatiser des règles métiers, c'est-à-dire, par exemple, la prise de commission de la plateforme. Vous pouvez prendre des commissions sur l'acheteur, par exemple, ou sur le vendeur ou l'apporteur de services. Notamment, vous pouvez automatiser tout ce qui est KYC. Donc, KYC, ça veut dire Know Your Customer. En fait, c'est simplement le fait de récupérer des documents légaux, mais je reviendrai dessus dans ma présentation par la suite dans le détail pour bien vous expliquer. Notamment, ce qu'on a comme fonctionnalité chez MangoPay, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante pour avoir un taux d'acceptation qui est proche de 100% pour les paiements, ça va être l'IBANisation. L'IBANisation, c'est par exemple utilisé aujourd'hui par une plateforme comme Leboncoin, où l'IBANisation, en fait, ça va être un IBAN unique par wallet pour l'acheteur ou pour le vendeur. Donc, c'est-à-dire qu'il va simplement rentrer cet IBAN sur son application de la banque et il ne va pas avoir à renseigner de référence. Là, on sait que la référence, c'est vraiment quelque chose qui peut être toujours oublié par l'utilisateur et c'est pourquoi on a vraiment développé cette fonctionnalité
Et c'est-à-dire que, par exemple, si l'acheteur va faire un premier paiement sur le Bon Coin, il va avoir un seul IBAN, mais quand il va revenir sur le Bon Coin pour faire un deuxième paiement, il aura toujours le même IBAN. Comme ça, il ne pourra jamais se tromper. Et c'est pour ça qu'on a développé cette fonctionnalité qui est aujourd'hui très intéressante pour les acteurs. Ensuite, ce qu'on a identifié chez MongoPay, c'est l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, ça permet vraiment d'optimiser un maximum sa plateforme et surtout générer un maximum de confiance. Donc, ce qu'on a identifié, c'est 2 éléments très importants. Aujourd'hui, MongoPay va laisser totalement la main à la marketplace sur son front-end. Ça veut dire que nous, MongoPay, on est connecté en back-end, donc c'est vraiment invisible pour l'utilisateur final. Donc, en fait, l'utilisateur va bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de MongoPay sans s'en rendre compte. MongoPay ne va pas non plus imposer de charte graphique qui va finalement dégrader l'expérience utilisateur. On laisse complètement la main à la marketplace pour définir vraiment son univers pour son utilisateur. Notamment, la deuxième chose qu'on a remarqué, c'est le principe de communauté. Aujourd'hui, une plateforme comme Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre des freelances et des entreprises pour, par exemple, des missions ponctuelles. Aujourd'hui, ils ont fait un système de rating et d'avis où, en fait, une entreprise qui va passer par un freelance va pouvoir laisser par la suite une note, un commentaire pour décrire son expérience qu'il aura eue avec ce freelance. Ça amène vraiment de la confiance et des entreprises qui vont être engagées, qui vont repasser par la plateforme par la suite parce qu'elles pourront bénéficier vraiment d'une communauté grâce aux entreprises qui laissent ses avis et ses commentaires. Notamment, le troisième élément qu'on a repéré chez MongoPay, c'est la monétisation de la plateforme, le nerf de la guerre, comment la marketplace va gagner de l'argent finalement. Donc, on a identifié effectivement 3 modèles économiques. Après, il y en a 2 qui sont beaucoup plus importants, qui sont beaucoup plus utilisés plutôt. Ça va être la commission, l'abonnement, mais on retrouve également les services additionnels. En fait, c'est des modèles économiques, bien sûr, qui peuvent être combinés. Une société peut ne pas proposer, prendre des commissions, mais aussi proposer des abonnements, par exemple. Notamment, pour vous donner des exemples assez concrets, Omega, c'est une plateforme en fait de gestion locative. Il propose une solution de gestion locative pour les agences immobilières. Eux, ils vont se rémunérer sous forme d'abonnement, donc que ça soit de manière mensuelle ou annuelle. Notamment, on retrouve une société comme Happysitter qui fait de la mise en relation en fait entre des familles et des babysitters, où là, ils vont prendre une commission seulement sur la personne qui va initier le paiement, c'est-à-dire la famille. Sweetly, qui est une solution d'assurance de caution en ligne, par exemple, va prendre une commission sur également ses acheteurs, mais il peut aussi avoir des services additionnels comme une assurance en plus pour leurs services, par exemple. Ensuite, on a remarqué c'est surtout très important aujourd'hui pour les marketplaces d'être en conformité en fait avec les réglementations bancaires. Il se trouve qu'il y a quand même plusieurs réglementations bancaires qui sont très importantes à retenir si vous ouvrez votre marketplace aujourd'hui. En fait, tout d'abord, l'une des directives très importantes, ça va être la directive de services de paiement, la DSP2. En fait, cette directive dit que si vous ouvrez votre marketplace, vous ne pouvez pas faire de l'encaissement pour compte de tiers. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas encaisser dans vos comptes directement ce que l'acheteur va faire comme paiement, puis après les retransmettre au vendeur. Ça n'est pas possible, à part, bien sûr, si vous avez un agrément bancaire. Sauf que pour avoir un agrément bancaire aujourd'hui, c'est beaucoup de temps qui doit être déployé. Donc, en fait, la solution, c'est de passer par un partenaire de paiement qui va pouvoir vous faire bénéficier de l'agrément bancaire.
Dans ce cas-là, donc la force en fait d'un partenaire de paiement, ça va être de vous faire bénéficier de comptes de cantonnement. Les comptes de cantonnement, dans l'univers de la marketplace, c'est des e-wallets, c'est des portefeuilles électroniques pour un utilisateur. Les comptes de cantonnement, en fait, vous permettent d'avoir des montants illimités. Vous pouvez mettre n'importe quel montant sur le compte. Il n'y a pas de limite. Et notamment, il n'y a pas de limite de temps. Donc, si vous voulez garder l'argent sur ce e-wallet pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, il n'y a pas de limite pour garder cet argent sur ce e-wallet. Comment transformer, du coup, ces contraintes en avantages concurrentiels? Je vais vous prendre l'exemple de Obvi, qui est également l'une de nos marketplaces clientes. En fait, eux, aujourd'hui, ils en ont fait une force. Si il y a une transaction qui est réalisée sur cette marketplace, en fait, entre 2 acteurs, les 2 acteurs doivent être d'accord pour que cette transaction soit initiée. S'il y en a l'un des 2 qui n'est pas d'accord pour que la transaction soit faite, elle ne sera pas processée. Notamment, on a repéré une deuxième directive très importante dans l'univers de la marketplace. Ça va être la directive européenne relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En fait, cette directive oblige finalement les marketplaces à valider ces utilisateurs KYC. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des utilisateurs, des particuliers, par exemple, on va leur demander leur carte d'identité, ou bien des utilisateurs légaux, ça va être par exemple des entreprises, des associations, des auto-entrepreneurs, on va leur demander des CABIS de moins de 3 mois, des statuts juridiques, des statuts à jour, par exemple. Après, on demande seulement ces documents obligatoirement si c'est un utilisateur qui va faire des bénéfices et qui va devoir reprendre justement son argent, ses bénéfices de la plateforme. Si c'est un utilisateur qui va simplement faire des paiements, on n'oblige pas les plateformes à les valider KYC. Mais en tout cas, si la société souhaite effectivement valider tous ses utilisateurs KYC, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez bien sûr le faire. Notre force, en fait, comme je vous disais, c'est qu'on a une offre réglementaire. Donc, c'est nous qui allons valider ces documents pour la marketplace. Donc, les documents vont être envoyés par les utilisateurs et transférés directement à MangoPay, bien sûr en marque blanche. Comme ça, nous, on va les valider de notre côté et ça sera visible après sur la marketplace. Donc, ça, c'est aussi une autre offre qu'on propose auprès des marketplaces. Malte en a fait également un avantage concurrentiel. En fait, tous les freelances qui vont créer leur profil sur la plateforme, donc Malte, je reprends l'exemple de tout à l'heure, la mise en relation entre les freelances et les entreprises pour des missions ponctuelles. En fait, les freelances vont, dès leur création de profil, vont devoir être validés KYC, KYB, du coup, Know Your Business pour les utilisateurs légaux. Et comme ça va générer en fait de la confiance auprès des entreprises, puisque si, par exemple, malheureusement, il y a un litige ou quoi que ce soit, une mission pas terminée, au moins, l'entreprise est assurée que cet utilisateur est identifié, on sait qui c'est, etc. Donc, ça amène encore une nouvelle fois de la confiance et on voit que même ces réglementations peuvent être finalement transformées en avantages concurrentiels. Pour le 5e élément qu'on a retenu et le dernier, c'est l'internationalisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous disais, l'univers de la marketplace, le marché de la marketplace, c'est hyper concurrentiel. Donc, il faut toujours être alerte par rapport aux demandes des clients, savoir quelles vont être leurs habitudes de consommation, quelles veulent être leurs nouvelles habitudes de consommation. Et dans ce cas-là, il faut vraiment s'intéresser aux différents pays, aux différents pays qui bordent le marché à l'international. Et je souhaiterais simplement mettre un bémol sur ça, puisque bien sûr, quand on vient de créer sa marketplace ou quand on veut créer sa marketplace, on ne va pas internationaliser
partout dans le monde directement sa marketplace. On va d'abord se concentrer sur son marché local. Par exemple, si on veut créer une marketplace française au début, alors on va développer son marché français. Et après, en fonction de sa stratégie, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, eh bien, à ce moment-là, on s'intéresse aux autres pays en fonction, bien sûr, de son business model. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le partenaire de paiement est là pour accompagner finalement la marketplace à tous les niveaux de sa croissance. Donc, le jour où la marketplace voudra s'implanter, s'exporter dans d'autres pays, le partenaire de paiement sera là en tant que conseil pour proposer des devises locales et des moyens de paiement locaux ou internationaux. Ce qu'on peut donner comme conseil, juste à titre d'exemple, c'est que demain, si une marketplace veut s'exporter en Belgique, par exemple, nous, on va conseiller directement à la marketplace Bancontact. Bancontact, c'est le moyen de paiement qui est le plus utilisé pour les paiements en ligne. À 80% des transactions sont processées en fait avec Bancontact en Belgique. Notamment, je peux prendre comme exemple iDeal. iDeal, c'est également le moyen de paiement majoritaire aux Pays-Bas pour les transactions en ligne. Donc, pour finalement résumer toute cette partie focus paiement, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment que le partenaire de paiement est là pour vous offrir des solutions techniques et réglementaires un maximum optimisées pour vous laisser le temps finalement de développer votre business et de ne pas penser justement au processus monétique et de laisser ça au partenaire de paiement. Et bien sûr, le partenaire de paiement est là pour vous épauler et vous conseiller dans toute votre croissance pour la marketplace. Donc, je vais laisser maintenant Hugues pour la conclusion. Merci Elisa. Effectivement, donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire et tous les éléments qu'on a pu donner, il y a 5 choses que je voudrais que vous reteniez. Donc, le premier, c'est que quelque part, tous les éléments qu'on a pu vous montrer, c'est des éléments qui doivent venir en plus, qui doivent rajouter de la valeur à la plateforme. Bien entendu, si le socle de base et si quelque part le contrat de base n'est pas respecté, ça ne permettra pas de faire fonctionner une plateforme. C'est d'abord, faisons fonctionner ce que doit faire fonctionner la plateforme, c'est-à-dire avoir une offre et une demande suffisante, être capable d'assurer cette mise en relation et ensuite on peut rajouter des éléments autour. Par contre, une fois qu'on a fait ça et pour permettre de dépasser le socle de base et de faire de la plateforme un vrai outil pour les offreurs, pour les demandeurs et d'en faire un outil de fidélisation, il y a 4 choses que je voudrais que vous reteniez. La première chose, c'est qu'il faut engager ses offreurs et ses demandeurs. C'est la clé de succès et c'est la difficulté d'un modèle de plateforme et d'un modèle de marketplace, c'est la capacité à engager suffisamment d'offreurs et de demandeurs. C'est pour ça, par rapport à ce que disait Elisa, nous, on est complètement d'accord et on conseille à nos clients de commencer plutôt petit au départ, de commencer par même une région avant de grandir, de manière à pouvoir concentrer ses efforts et d'avoir une offre et une demande suffisante dans une région donnée avant de pouvoir augmenter par la suite. La deuxième chose, c'est être capable finalement de servicialiser, c'est-à-dire d'apporter des choses en plus du contrat de base et du contrat de base de la plateforme, de manière à rajouter toujours ce supplément de valeur et ce supplément d'utilisation au sein de la plateforme. Troisièmement, c'est faciliter. On a parlé d'expérience client, on a parlé de un certain nombre de choses, on a parlé de la transaction. Quelque part, la plateforme doit être là pour faciliter la vie de l'offreur et le demandeur. Si elle n'est pas capable de faciliter la transaction, si elle n'est pas capable de faciliter l'expérience client jusqu'au paiement, parce que quelque part, c'est souvent des éléments qui sont oubliés, la plateforme ne va pas pouvoir réussir, elle ne va pas pouvoir finalement avoir quelque part ce contrat de base et ce contrat à réaliser. Et la quatrième chose, c'est la capacité à sécuriser, à assurer à l'ensemble des parties prenantes que tout cela va fonctionner et tout cela va être un succès et qu'ils peuvent faire confiance à la plateforme et à ce tiers de confiance. Donc voilà, moi, c'est vraiment ces 4 éléments-là que je voudrais que vous reteniez. Engager, servicialiser, faciliter et sécuriser. Je vous remercie. Avant qu'on prenne les questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre dans le chat, juste pour information, ce webinaire sera disponible
en replay via Livestorm et via les chaînes YouTube de MongoPay et de Cocolabs. Donc, n'hésitez pas à ensuite le partager à des personnes qui n'auraient pas pu y participer, qui, selon vous, pourraient être intéressés par ce modèle-là. Je vous remercie et je pense qu'on peut passer aux questions. Effectivement, merci à tous. Alors, la première question, donc je vais faire par ordre de vote. Je vois que c'est la question d'Arnaud. En termes de KYC, il me semble, comme sur Retail, que vous autorisiez les vendeurs à ne donner leur IBAN qu'après avoir finalisé leur vente. Là où Stripe Connect impose de récupérer l'IBAN du vendeur avant de pouvoir recevoir des paiements. Cette différence vient-elle d'une contrainte réglementaire? Donc, je pense que c'est plutôt pour toi, Elisa. Effectivement. Alors déjà, par rapport à la question, j'avoue que nous, les KYC, on entend KYC, déjà pour remettre un peu de contexte, c'est des documents légaux. Les documents légaux, comme je disais tout à l'heure, pour un particulier, ça va être par exemple sa carte d'identité. Et pour les utilisateurs légaux, ça va être plutôt, par exemple, le CABIS, les statuts à jour, etc. Donc, pour nous, déjà, l'IBAN, ça ne rentre pas dans le Know Your Customer, en fait. En tout cas, nous, il n'y a pas de contraintes réglementaires par rapport à l'IBAN. Si c'est avant ou après, peu importe, en fait, c'est juste comment Vinted ou comment une autre société a voulu faire le processus, l'expérience utilisateur, mais finalement, il n'y a pas de contraintes réglementaires par rapport à ça. En complément, nous, nativement, dans notre solution Second, qui permet justement de créer nos marketplaces, on utilise aussi les aspects KYC comme un avantage client pour être capable finalement de certifier les profils offreurs, les profils vendeurs, et justement rapporter de ce supplément de confiance et de sécurisation. Question de Gabriel. Du coup, si je comprends bien, MongoPay permet le compte séquestre sur toutes les plateformes Airbnb, comme sur des plateformes type Airbnb. Excusez-moi. Je pense que tu as répondu aussi là-dessus. Oui, effectivement, c'est les comptes de cantonnement. Et oui, bien sûr, MongoPay permet le compte séquestre. Donc, c'est le principe de e-wallet, laisser de l'argent sur un compte sans contrainte de temps, sans contrainte de montant. C'est exactement ça. Ouais, et quelque part, c'est aussi une contrainte dans le modèle des marketplaces. Quel que soit le modèle de fonctionnement, c'est très rare que l'opérateur puisse encaisser directement. Donc voilà, ce compte séquestre, faut vraiment le voir comme quelque chose c'est pas optionnel, c'est vraiment un standard. Il y avait une question de Sabrina, mais Adèle y a répondu. Question de Lancelot. Quelles sont les possibilités afin de pouvoir mettre en place un abonnement en direct à un vendeur? Alors, moi, je vais répondre du côté métier, je laisserai Lisa répondre du côté paiement. Effectivement, on voit de plus en plus des plateformes qui essaient de se lancer avec des modèles d'abonnement entre personnes. Donc, d'un demandeur qui s'abonne à un offreur avec un paiement récurrent. Ça peut se voir dans du freelance quand on est sur des missions longues au forfait. Ça peut se voir sur certains éléments. Ça reste quand même encore minoritaire pour l'instant. Et oui, l'abonnement est intéressant pour permettre justement d'assurer la fidélisation et d'assurer les éléments dans le temps, mais ça reste pas encore un standard des marketplaces, en tout cas des marketplaces de mise en relation. Et puis du côté paiement, c'est très facile de mettre en place un abonnement. Ça peut être par exemple comme pour les salles de sport, on va prendre le prélèvement bancaire, le SDD, le SEPA Direct Débit. Ou ça peut être aussi par d'autres moyens de paiement, mais c'est très facile de passer par l'abonnement aujourd'hui pour des marketplaces. Alors ensuite, il y a Thomas qui a posé un certain nombre de questions. Je vais prendre la première sur « Nous avons une marketplace internationale depuis le jour 1. Pourquoi n'avez-vous pas tous les pays disponibles ?» Donc, je pense que c'est aussi pour MongoPay. Moi, je vais juste répéter un message là-dessus sur la partie internationalisation du marketplace. Si vous avez déjà l'offre et la demande d'un niveau international, bien entendu, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer directement avec un scope plus large. Par contre, c'est un warning, nous, qu'on donne à beaucoup de nos clients, c'est faire attention de ne pas penser trop fort dès le départ, de manière à éviter un effet qui va être de dispersion. C'est-à-dire une dispersion dans
le recrutement des offreurs qui demandent du temps, qui demandent des personnes et qui demandent de l'investissement, mais aussi le recrutement des demandeurs, des clients qui va demander des efforts soit en web marketing, soit sinon aussi en recrutement en personne. Donc, c'est pour ça que nous, on dit souvent, attention, commencez par un scope géographique restreint de manière à assurer le succès de la plateforme. Parce qu'il n'y a rien de pire de se connecter sur une plateforme et dire, finalement, il n'y a pas assez d'offres, il n'y a pas assez de… Ou même en tant qu'offreur, finalement, je n'arrive pas à avoir suffisamment d'offres et de demandes sur ma plateforme, donc je ne suis pas intéressé. La première impression est clé. Alors, pour répondre du côté MongoP, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que Adèle y avait un peu répondu juste avant, mais aujourd'hui, en fait, on a une licence européenne, MongoP, donc on peut vraiment travailler avec toutes les sociétés qui ont un siège social en Europe, mais on peut également processer des paiements à l'international, dans la limite des pays qui sont blacklistés, bien sûr, parce qu'il y a des pays qui sont blacklistés par les banques. On connaît les raisons, ça peut être des raisons politiques, par exemple, mais on a des devises, par exemple, on processe du dollar. Donc, si la marketplace est, par exemple, française, mais souhaite s'ouvrir sur un marché qui va être aux États-Unis, on peut très bien processer des paiements entre un acheteur et un acheteur qui peut être par exemple aux USA et un vendeur qui va être au Canada, puisqu'on a aussi la devise, le dollar canadien. Donc, on a en fait notre seule limite. Pourquoi on n'a pas tous les pays dispo? Ça va être vraiment la liste des pays blacklistés, du coup, mais qui sont vraiment propres aux banques. Et là, tous les acteurs du paiement ont plus ou moins la même liste. Ils peuvent pas processer des paiements dans tout ce type, dans ce type de pays, parce que on n'est pas autorisé. Mais finalement, nous, on peut effectivement processer des paiements à l'international, dans la limite du fait que le siège social soit en Europe de la marketplace. Alors, je vois qu'on est en train de dépasser notre temps. Il y a une dernière série de questions. On va essayer de répondre rapidement. Donc, tac. La première, c'est est-ce que MongoPay propose des paiements fractionnés en plusieurs fois? Alors, en plusieurs fois, pour le moment, non, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc, on a des projets en interne justement sur ça. Donc, merci beaucoup de poser la question. Et c'est vrai qu'on s'y intéresse beaucoup et qu'on est en train d'avancer dessus. Et on essaye d'avancer de manière rapide justement dessus. Une autre question pour toi, Elisa. Monaco, Suisse, Liechtenstein, est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est OK pour MongoPay? Et je vais même rajouter quid du Royaume-Uni? J'avoue que je ne connais pas par cœur la liste des pays blacklistés, mais ça serait avec plaisir si vous pouvez prendre soit mon numéro de téléphone, soit mon adresse mail pour que je puisse vous confirmer ça. Et puis, en plus, si vous êtes vraiment intéressé de savoir tous les pays avec lesquels on traite ou les pays blacklistés, ils sont notés sur notre site internet. C'est bien sûr public. Donc, vous pouvez vous renseigner directement sur notre site internet. Et puis sinon, si bien sûr vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à m'appeler ou m'envoyer un mail. D'accord. On va prendre une dernière question pour finir. Focus, paiement, authentification forte du client égale nouvelle reco plus forte pour les 3D Secure. C'est compliqué à intégrer dans les API. Pareil. Alors, je suis désolé. Moi, c'est plus sur les paiements, donc je l'ai pas tout à fait. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse comme ça directement, Elisa. Sinon, au pire, on pourra éventuellement répondre à Thomas de manière séparée après coup. Non, il y a pas de problème. Je peux déjà donner une première réponse. Et puis, bien sûr, si besoin, Thomas, n'hésite pas également à prendre mes coordonnées. Déjà, pour le 3D Secure, en fait, effectivement, je pense que vous êtes au courant qu'il y a le 3DS2 actuellement qui est en train de se mettre en place dans les banques françaises. Clairement, c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé durant cette dernière année ou ces 2 dernières années d'ailleurs. Et
En fait, MangoPay permet, grâce à ses endpoints, à son intégration, de pouvoir processer, bien sûr, les paiements en 3D Secure. Donc, aucun problème si vous avez vraiment besoin d'informations à sujet sur ces endpoints, etc., de manière technique. Moi, justement, je suis spécialisée technique et commerciale. J'accompagne mes clients du côté technique. Donc, je pourrais bien sûr vous expliquer lors d'un call ou lors d'une réunion comment ça se passe chez MangoPay. Mais nous avons déjà donc ces endpoints qui sont en place. Nos paiements, nos clients sont déjà migrés pour certains en 3DS2, donc aucun problème sur ce sujet-là. Du coup, je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour des questions. Moi, je vous remercie. Et comme vous voyez, vous avez nos coordonnées sur cette slide-là. Donc, puis vous pouvez aussi nous contacter via les formulaires de contact de nos sites. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des éléments à voir en plus. En tout cas, on était ravis de l'engagement que vous avez eu et ravis d'échanger avec vous sur ce sujet. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous parler à tous bientôt. Je vous remercie. Merci à tous. Très bonne journée.